Malheureusement, je sais plutôt ce qu'il va liker, c'est-à-dire plus ça va être sexy, plus il va y avoir du like. C'est pas forcément ce à quoi j'ai envie de tendre, donc plutôt pour la suppression du j'aime. Bonjour, je suis Malika Ménard, vous m'avez connue comme Miss France en 2010 et maintenant je suis auteure, journaliste, animatrice et influenceuse. L'article qui m'a le plus marqué dans le numéro de stratégie, c'est le e-commerce et l'ajout social media. C'est un article qui fait le parallèle entre la manière de consommer qui a émergé avec les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le fait d'avoir de l'engagement, d'avoir une communauté, de fédérer et d'influer, d'avoir de l'influence, et la manière dont les sites marchands ont dû sur internet se réinventer. Je prends l'exemple de Vinted, d'avoir des communautés, se photographier, se mettre en avant, l'engagement, même s'il y a peut-être que 10 personnes qui te suivent, si elles sont vraiment engagées, on sent que ça a de l'impact. Dans ton livre Fuck les complexes, édition Amphora, tu racontes comment toi et une vingtaine d'autres femmes se sont libérées des complexes sur les réseaux sociaux. Comment gères-tu ton image sur les plateformes, surtout sur Instagram? J'ai écrit ce livre pendant le premier confinement où je me suis redécouverte, sans maquillage, sans coiffure, sans être apprêtée même dans le choix des vêtements. Et dans le même temps, je faisais les interviews de ces jeunes femmes qui avaient déjà une longueur d'avance sur moi, qui étaient décomplexées, qui étaient dans cette mouvance body positive. Donc on va dire la conjonction des deux, ça a fait que ben voilà, je me suis libérée et moi maintenant je me montre beaucoup plus sans make-up, sans filtre. Je montre la vraie Malika, ce qui n'empêche pas que j'aime toujours aussi mettre en avant ce côté glamour sûrement hérité de Miss France il y a une dizaine d'années. C'est moi qui gère mes réseaux, toute seule comme une grande. Et surtout, j'essaye que esthétiquement, bon, je prends un peu de temps pour l'assemblage des photos, entre guillemets, le patchwork. Mais sinon, ouais, de montrer quelque chose de plus naturel avec des looks plus simples. Selon toi, quelle place les réseaux sociaux doivent-ils accorder au bouton j'aime? Faut-il le supprimer? La plateforme travaille déjà sur la suppression du bouton j'aime. C'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait au final on se rend bien compte que quand on publie une photo, on ne se contente pas de publier. Après derrière il y a une attente de comment elle va être reçue, comment elle va être perçue, si j'ai assez de likes, pas assez de likes. Ça va conditionner un peu notre humeur et notre ressenti et puis parfois on se dit que cette photo était jolie, on est fiers de nous et puis on a l'impression qu'on peut être rejeté. Après moi j'ai pris pas mal de recul par rapport à ça, que la photo marche ou marche pas. Si moi je la trouve jolie, je la laisse parce que je sais, malheureusement je sais plutôt ce qu'il va liker, c'est-à-dire plus ça va être sexy, plus il va y avoir du like. C'est pas forcément ce à quoi j'ai envie de tendre, donc plutôt pour la suppression du j'aime. Même dans le choix des marques pour des placements de produits, c'est pas plus mal que ça disparaisse pour qu'elles choisissent l'image plus que des j'aime. Dans ton livre, tu dénonces également le fléau de la haine en ligne. Quelle est ta vision des mesures prises par la plateforme et par le gouvernement? Quand j'avais écrit Fuck les complexes, on avait fait toute une partie sur le cyberharcèlement. Donc j'étais allée sur le site du gouvernement et tout ça. C'était extrêmement léger en fait. Quand même, il y avait un numéro voilà, pour téléphoner, pour dénoncer cet harcèlement ou pour pouvoir entrer en contact avec quelqu'un qui nous parle, qui nous explique les choses. Donc c'était quand même très léger. Et Instagram, bien comme Facebook ou comme Twitter, on peut bloquer les gens ou les signaler. Comment tu peux faire ça? Tu vas le bloquer, mais au final, toi, tu finis quand même par lire ce qu'il réécrit à chaque fois. C'est des choses qui sont en évolution puisque les réseaux sociaux restent un phénomène relativement récent, aussi bien pour légiférer que même son propre fonctionnement est en cours d'adaptation. Tu as collaboré pour la première fois avec la marque Nana. Comment, en tant qu'influenceuse, penses-tu pouvoir déconstruire les tabous liés aux règles? C'est comme tout, pour plus qu'il y ait honte, il faut en parler pour qu'on se sente tous pareils. Oui, c'est pas quelque chose de glamour, mais on n'est pas tout le temps glamour. Et les réseaux sociaux, maintenant, leur force, c'est ça, c'est qu'on peut parler de sujets, se sentir moins seul. Au début, en fait, quand on arrivait dessus, on voulait montrer qu'on était le meilleur. Et maintenant, on veut juste montrer qu'on se ressemble toutes. Déontologiquement, peut-on concilier le métier de journaliste et celui d'influenceur, surtout s'il y a un partenariat rémunéré? Je me souviens de cette anecdote où je travaillais pour France 3 Normandie, je présentais la matinale tous les matins et puis j'avais fait un post avec un placement de produit où j'étais sur l'ordinateur en mangeant une glace. C'était pour une marque de glace justement. Et je disais en dessous, bah voilà, je prépare la rentrée, on se retrouve sur France 3. Je m'étais dit autant faire aussi la promotion de mon activité principale de journaliste. Et il y avait des syndicats à France 3 Normandie qui étaient un petit peu montés au créneau en disant pourquoi elle fait ça, elle n'a pas cité France 3, etc. La marque avec laquelle je collaborais ne me l'avait pas demandé, c'est moi qui le faisais parce que je parlais avec sincérité. Mon employeur à l'époque, mon patron, avait un peu pris ma défense et avait dit mais moi je suis au courant des activités annexes de Malika, l'idée pour que ça soit sincère, c'est de ne collaborer qu'avec des marques qui nous correspondent et puis surtout de ne pas multiplier à outrance aussi les collaborations.